Alors, je suis Yoram Moyal et la société que j'ai cofondée avec mon frère et un couple d'amis s'appelle Buzzcard. Alors attention, Buzzcard avec un seul Z. J'en peux plus des personnes. Je pense qu'on sera vraiment connu quand les gens seront là. Et le concept qu'on a inventé c'est intéressant parce que la raison pour laquelle on a eu pas mal de difficultés avec les réseaux de business angels qu'on a rencontrés, parce que les fonds, tout le monde trouve ça génial, mais tant que tu n'as pas fait 100 200 000 euros, tu n'existes pas. Donc ils sont très contents de t'avoir aperçu avant les autres et de te dire, mais surtout dès que vous avez fait 20 000 euros 3 mois consécutifs, venez nous voir les premiers s'il vous plaît. Les réseaux de business angels, finalement, on n'a pas trop le choix. Moi, je ne croyais pas beaucoup au crowdfunding, donc naturellement, réseau de business angels. Et la particularité de Buzzcard, c'est que tout le monde croit comprendre ce qu'on fait en 1 minute et s'arrête à ce qu'il croit comprendre, notamment la presse. Et du coup, on a du mal à dire non, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'on vient de vous dire qui vous paraît séduisant, ça n'est que 10% de ce qu'on fait. Donc, ce qu'on fait, c'est ça. Je vais vous dire, je vais aller à la conclusion. On a inventé un Twitter inversé dans la vraie vie. Voilà. La vraie vie, c'est les gens qui se rencontrent. On se fout de l'impression des cartes de visite, on se sert des cartes de visite comme prétexte pour transformer les gens qu'on rencontre en followers. Pas followers à la Twitter, c'est-à-dire je n'ai pas besoin que toi, tu sois client Buzzcard pour faire de toi un follower de mes coordonnées. En réalité, je vais commencer par un exemple, comme ça on aura bouclé ça. Si je te donne ma carte, elle a une particularité, quel que soit le design, c'est qu'elle contient un code et ce code renvoie vers le pendant web de ma carte papier. Donc c'est ma carte online. Si je te donne ma carte, il y a 0 chance que tu scannes. À moins que tu veuilles vraiment me faire plaisir, on va dire qu'il y a 0 chance que tu scannes. Parce qu'en France, les gens ne scannent pas. Donc le concept c'est ça, c'est je te donne ma carte et je vais scanner juste avant en te disant, cher monsieur, si un jour vous scannez ce QR code, sachant très bien que vous n'allez jamais le faire, il y a très peu de chance, vous allez tomber sur ça. Et je montre sur mon téléphone à moi, cette fameuse carte online avec ma photo, parce que c'est intéressant, je suppose que vous avez reçu plein de cartes, vous avez donné plein de cartes dans votre vie et les gens vous ont vite oublié parce qu'ils en ont reçu 10. Donc si vous savez, les anglo-saxons ont l'efficacité et le mauvais goût de mettre la photo sur la carte papier. Les latins ne le feront pas. À moins que je sois modèle ou mannequin, je ne le ferai pas. Sauf si c'est ça que je veux. La deuxième chose, c'est que c'est pénible à saisir une carte de visite. Donc si je donne une carte de visite, quelque part, je ne suis pas sûr que l'autre la saisisse. Et s'il saisit, il ne va pas saisir grand-chose et je ne suis pas sûr qu'il le saisisse avec la bonne orthographe. Typiquement, Yoram Moyal, c'est mort. Et le troisième point, c'est que c'est obsolète. Et c'est le point le plus important. Si je te donne une carte de visite, tu ne sais pas combien de temps elle va durer. Peut-être que dans 6 mois, tu voudras me contacter, pas avant. Et dans 6 mois, j'aurai peut-être bougé. Pire, tu ne sauras pas qui contacter à ma place. Et je suis dans une boîte de 100 personnes, donc il va falloir que tu passes par le standard, etc. Et donc, le principe de Buzzcard, c'est pas de répondre à ces seules questions de la difficulté de la gestion des cartes papier parce qu'on en reçoit plein, et on ne sait pas forcément les gérer. Là où Buzzcard a trouvé un petit truc sympa, malin, avec la valeur ajoutée, c'est de s'intéresser à la personne qui donne sa carte. Tout le monde s'est focalisé sur comment je fais pour mieux gérer les cartes que je reçois. Mais personne ne s'est posé la vraie question. Celui qui achète les cartes, c'est le boss ou c'est un indépendant qui achète les cartes pour lui. La raison pour laquelle il veut laisser une trace, pour info, 25% de cartes de visite imprimées en plus chaque année en Europe. On est loin de la dématérialisation que tout le monde annonce. Attendez, c'est regarde. Non, non, il faut laisser une trace. Si tout à l'heure vous ne me laissez pas de carte de visite, il y a 0 chance que je vous recontacte. Il faut laisser une trace. Et tout le monde l'a bien compris, 25% de cartes de visite en plus, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont plus compris qu'avant, ça veut dire qu'il y a plus de networking qu'avant. Les gens comprennent que c'est la rencontre qui change la donne. Je suis quelqu'un qui achète des cartes pour laisser une trace. Ce qui serait pas mal, c'est que je maximise mes chances quelque part que l'autre enregistre mes coordonnées. Donc si je te donne ma carte et que j'attends que tu scannes, j'ai rien fait, parce que tu ne scanneras pas. Donc c'est à moi de scanner, et à la limite j'ai même pas besoin de scanner, j'ai scanné une fois et j'ai la page, cette fameuse page toujours sur mon téléphone, et finalement j'ai l'ai en mémoire. Donc ça n'est rien d'autre qu'un prétexte. Donc non, on n'a pas de valeur à imprimer les cartes, on s'en fout, on va laisser les imprimeurs imprimer. On se fout du QR code. QR code, votre techno, le QR code, ça a l'avantage d'être gratuit. C'est une image, donc quand tu l'imprimes, tu l'imprimes. Donc la valeur qu'on a nous, c'est market yourself. Je te donne ma carte, j'ai scanné avant de rentrer à l'événement, je te dis, cher monsieur, si vous scannez un jour, vous tomberez là-dessus. Et en te faisant dérouler la carte online, je t'indique qu'il y a quelques liens que je t'invite à regarder. Voilà, tout y est. C'est ma plaquette commerciale.
Sauf que j'ai pas résolu le problème puisqu'il ne va pas scanner. Mais le moment où je lui dis, vous savez, vous tomberez là-dessus et je montre sur ma carte online les 4 liens avec les 4 rives, la personne trouve ça forcément pertinent. Et au moment où elle va dire, dans 100% des cas, les gens ont la politesse de dire « Ah bah je regarderai ». Sauf que vous savez qu'il ne le fera pas. Il y a 3 raisons. Soit il s'en fout, soit il va oublier, soit il ne sait pas scanner, il n'a pas osé vous le dire. Et il n'a pas le temps de scanner, il a un BlackBerry, télécharger la poire sur BlackBerry, parce qu'on... Donc en fait, c'est parce qu'il a la politesse de le dire que tu enchaînes en disant bah, « Attendez, je vais vous faciliter la tâche, je vais vous envoyer les coordonnées ». Donc tu parles d'un problème que tu solutionnes pour lui, c'est la saisie. Attendez, je vais vous envoyer moi-même mes coordonnées, comme ça ce sera fait. Donc sur mon téléphone, je clique sur le bouton mémoriser, apparaît le petit boîtier où je dois renseigner l'email, et c'est là que je lui demande son email. C'est là où c'est intéressant parce que peut-être qu'il ne va pas vous laisser une carte. J'ai pas pris beaucoup de cartes sur moi, donc à un moment donné, je vais dire désolé, j'ai pas de carte. Plus Sioux, j'ai prévu 10 cartes pour 10 personnes que je vais voir après dîner, donc à un moment donné, je vais dire j'ai pas de carte alors que j'en ai. Et donc quelque part, il faudrait me soutirer mon email. Donc c'est ça l'idée. On se sert de ce prétexte-là pour récupérer l'email de la personne qu'on rencontre, et non content de renseigner l'email pour lui envoyer les coordonnées, ce qui est intéressant, je vous ai dit Twitter. Ça veut dire qu'il y a un follow sur le long terme. Ce qu'on vend en réalité, c'est l'outil d'emailing le plus puissant du marché parce que très simple d'utilisation. C'est ça le concept. Alors, vous voyez, imaginez un réseau de business angels, on fait plein de démarches, etc. On arrive à être séduisant sur un pitch d'1 minute, sur raconter en 3 phrases. Imaginez la difficulté qu'on peut avoir avec des personnes qui croient comprendre ce qu'on fait et qui ne vous laissent même pas parler, qui vous disent non, mais c'est qui vos clients, c'est quoi la stratégie? Attendez, vous vous trompez si vous croyez qu'on est imprimeur et si vous croyez qu'on a inventé des cartes réactualisables. N'importe qui aurait pu penser aux cartes réactualisables. La vraie valeur, elle est sur la plateforme. Et c'est exactement ce pourquoi j'ai perdu du temps avec les réseaux de business angels. Parce que les réseaux de business angels sont organisés d'une manière affreuse. Tous les mauvais choix que j'ai faits, et j'en ai fait plein. J'en ai fait plein parce que c'était vraiment moi qui étais en charge dans la bande d'aller chercher des financements. Et de la commercialisation par ailleurs, et de la communication. Mais sur la conception, on était plusieurs, et on a beau avoir le meilleur produit du monde, en tout cas, on espère avoir vraiment conçu quelque chose de très abouti, c'est que le début de l'histoire. On s'en fout, quoi. Vous avez le meilleur produit du monde, si vous ne savez pas le vendre, restez chez vous. Enfin, ne pensez pas que c'est fini, c'est là que ça commence. C'est sûr que si votre produit il est vraiment améliorable facilement, vous n'aurez jamais dû le montrer. Encore moins à des investisseurs potentiels. Les fonds, c'est simple, il y a peut-être des fonds d'amorçage, j'ai vu que Partech avait levé 260 millions récemment, donc on commence à entendre parler d'amorçage, mais pour moi c'est plus des mots qu'autre chose. Donc à un moment donné, vous savez, il y a de l'argent à Paris, il y a beaucoup d'argent qui dort. Il y a très peu de projets qui suscitent un intérêt suffisamment important pour qu'ils se disent il n'y a pas encore de traction, il n'y a pas encore de chiffre d'affaires, ils n'ont pas encore fait vraiment leurs preuves, il n'y a pas de véritable barrière à l'entrée, mais je sens l'équipe, je sens qu'il y a un potentiel, j'y vais. Peut-être que c'est en train de changer parce qu'il y a de l'argent, et il faut bien qu'ils investissent cet argent, les fonds d'amorçage. Donc le point le plus important, c'est de dire ne perdez pas votre temps à séduire des fonds si vous n'avez pas encore fait 50 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça ne sert à rien. Ceci dit, si vous avez la chance de networker sans networker, d'être présent là où ces personnes-là sont présentes et de montrer un petit peu, mais en ne disant surtout pas que vous êtes demandeur, là, vous commencez à installer quelque chose sur le long terme. Parce que des personnes qui vous ont vu maintenant, qui vous ont vu grandir, ce sera plus facile d'aller les voir plutôt que de débarquer un jour et de dire c'est bon, j'ai fait 50 000 euros, alors, c'est pas comme ça que ça marche, ça prend du temps. Et je suis très bien placé pour le savoir, c'est ma 2e expérience. J'ai quitté le conseil il y a 7 ans, je gagnais très bien ma vie. Depuis 7 ans, je n'ai pas gagné 1 euro. Et j'ai vécu sur l'Aston Martin que je ne me suis pas acheté. Mais c'est le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de surprenant. Alors ça aurait pu marcher sur le jeu que j'ai créé, peut-être qu'on a fait là aussi des mauvais choix, mais il n'y a rien de surprenant. Ça prend beaucoup de temps. Alors, je ne dis pas que ça prend 7 ans, mais je pense que ça prend 3 ans. À moins que vous soyez brillantissime. Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes le soient, ou ayez une idée lumineuse, auquel personne n'aurait pensé, et vous avez des barrières à l'entrée, vous avez pu protéger quelque chose, ne rêvez pas. Ça prend du temps, mais le plus tôt vous commencez à montrer ce que vous faites, ou à montrer ce que vous n'allez pas tarder à faire, le mieux c'est. Maintenant là on est là pour parler de crowdfunding.
enfin en tout cas des erreurs que j'ai faites, c'est plutôt sur les réseaux de Business Angels, parce que les fonds, je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de fonds qui sont venus me voir, plutôt pour un deuxième tour qu'un premier tour. Ah, dès que vous avez levé un petit peu, dès que vous faites un peu de chiffres, venez me voir en premier. Quelque part, c'est plus facile de lever en deuxième tour, parce qu'il y a moins de risques. Le plus dur, c'est le premier tour, finalement. Et peut-être, avec un petit peu de recul, peut-être qu'il ne faut vraiment pas être gourmand au début. Parce que si vous levez ne serait-ce que 150 000 ou 200 000 euros, qui n'est pas énorme, bah c'est peut-être 2 fois ou 3 fois plus facile que de lever 300 ou 400 000 euros. Vous voyez, le gap, il est pas fou. Et je crois que c'est 3-4 fois plus facile. C'est l'impression que j'avais. Bon, rentrons dans le détail, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit le plus interactif possible, parce que je parle beaucoup. Vraiment, n'hésitez pas à me couper moi pour être précis sur des choses. Je me demandais sur rencontrer les investisseurs sans faire mine d'être demandeur. Ça, de manière faut jouer au golf pour faire ça. Oui. On fait. Oui. Il faut démultiplier les occasions de rencontrer. Mais des soirées de networking, il y en a plein à Paris. Démerdez-vous. Démerdez-vous, c'est la clé. Quand on n'a pas les moyens, on est obligé d'être un peu plus smart que ceux qui en ont. Et quand on en a, en général, on est un peu laxiste, on dit ouais, c'est bon, c'est plus pour moi, j'ai plus besoin, etc. La clé, c'est le networking. Plus vous rencontrerez de gens, plus ils vous apporteront d'insights, et on ne sait jamais. Ça peut venir de n'importe où. Mais peut-être la chose la plus importante que j'aurais dû commencer par vous dire, c'est la conclusion. C'est un entrepreneur, d'après moi, c'est rien d'autre que de l'énergie. Le problème de l'énergie, c'est que c'est intimement lié à l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, ça peut être au top un jour et complètement down le lendemain. Il suffit qu'on vous dise un mot de travers en disant non, mais c'est bon, tu vois pas que tu n'y arriveras pas. Donc si vous n'êtes pas hyper bien entouré, démerdez-vous pour bluffer un petit peu autour de vos copains, qu'ils aient l'impression que ça marche et que du coup ils aient envie de parler de vous en disant hey, j'ai un copain pour qui ça marche, et tu vois, c'est très vertueux. C'est très vertueux. C'est-à-dire que moi je fais des mises à jour tous les 6-7 semaines de ma carte online, je ne me rends même pas compte qui reçoit, tous les gens que j'ai rencontrés plus ceux que j'avais déjà dans ma base, et je reçois des retours, hey, je vois que ça marche, je vois que ça cartonne, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Ça ne cartonne pas, c'est en train de prendre, on a eu de la presse ça impressionne tout le monde, ça ne fait pas vendre, mais ça permet de construire une marque. Et du coup, on se laisse pas griser, mais on se dit, ok, j'ai des raisons d'y croire. La plus belle raison d'y croire, de garder l'enthousiasme, c'est un client qui vous dit, on sent, mais c'est génial votre truc. J'ai acheté quelque chose et je ne me suis même pas rendu compte à quel point c'était puissant. Quand vous avez des clients, 5, 10, 15 clients, un par jour, un par mois, mais qui vous dit, mon président de la BPCE trouve ça génial, on va passer commande, c'est sûr que ça prend du temps, c'est sûr que ça ne sont que des promesses, c'est sûr que ça n'engage que ceux qui les écoutent, mais ça cultive l'enthousiasme. Ne restez jamais seul, parce que l'enthousiasme il peut partir en sucette très vite, pour la simple et bonne raison que vous êtes seul. Et quand on est seul, on pense à des milliards de trucs, et chaque jour a son lot d'emmerdes. Donc il faut tenir, c'est pas donné à tout le monde n'est pas bâti pareil, mais si vous tous êtes entrepreneurs dans l'âme, vous avez déjà commencé, vous êtes en train de réfléchir à une entreprise que vous voudriez créer, la seule chose qui compte, c'est pas votre business model, c'est pas le nombre de clients que vous avez, ça c'est évidemment pour les fonds, mais au début, c'est juste la niaque que vous avez, la patate, le fait que vous y croyez. Parce que c'est ça qui va changer. C'est ça que vous allez perdre pendant 3 heures, pendant 3 jours, pendant un mois. Vous aurez des envies de suicide peut-être. Parce que vous arrivez à rien, ça fait 2 ans et vous tournez en rond. Peut-être. Mais bon sang, enfin, au moment où vous avez décidé de vous lancer, il n'y a rien qui doit vous arrêter. Rien. Je dirais même l'inverse. Si les gens vous disent que ouais, c'est pas abouti, il y en a d'autres qui font pareil, mais attends, finalement, t'as inventé quoi? C'est pas forcément ce qu'on m'a dit, mais si on vous dit ça, ça doit être un moteur de haine pour montrer à quel point les gens avaient tort. Et c'est exactement ça. Moi, j'ai dit à mes parents, vous voudriez que je retourne dans le conseil? Ben, vous allez voir. Alors, ouais, ça prend du temps. Et tous les vendredis soirs, elle est obligée de vous dire, alors mais il n'y a juste pas le choix. Il n'y a pas le choix. Le même produit, la manière dont tu le présentes, il suffit que tu dises qu'un client a trouvé ça génial, un client a passé commande, et ça change radicalement la donne. L'histoire que vous allez raconter la raconter 10 000 fois. Si vous la racontez pas 10 fois par jour, c'est que vous n'êtes pas taillé pour. Si vous la racontez pas 10 fois par jour en faisant mine que c'est la première fois de votre vie que vous le racontez, vous n'êtes pas taillé pour. Enfin, vous êtes peut-être taillé pour, mais vous n'avez pas compris comment ça marche. Ça marche à l'enthousiasme. L'enthousiasme de l'entrepreneur, c'est ce qui fait rêver un client potentiel. Ça ne fait pas tout,
Évidemment, le service, c'est la base. Si vous n'avez pas un service béton, vous allez avoir du mal. Mais si vous avez un service béton, c'est que le début. C'est que le début. Et si vous ne savez pas vendre, rentrez chez vous. Ou mieux, trouvez un associé. Parce que là, on fait une paire de temps. Trouver un associé qui est présent, hein, pas aux États-Unis ou au Bangladesh, ça change tout. Parce que quand il y en a un qui est down, l'autre il peut rebondir. Alors quand les deux sont down, c'est moyen. Mais c'est pire que quand on est seul down. Mais voilà, le point le plus important, en dehors des logiques de financement, etc., c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme qui va créer l'énergie qui fera que vous partirez au combat. Et c'est probablement la culture de la haine. Alors il y a la haine et il y a aussi autre chose, vous allez peut-être vous foutre de moi, l'amour. Pas de votre femme, hein, de vos clients. Si vous n'aimez pas vos clients, alors ça dépend si vous êtes B2B ou B2C, évidemment. Mais moi je refuse que qui que ce soit réponde au téléphone. C'est moi qui décroche tous les appels. Je vous l'ai dit, je ne sais jamais, ça peut venir de n'importe où. Quelqu'un appelle, mine de rien, c'est quelqu'un qui connaît un big boss, ce truc, et c'est parti. Si on n'aime pas faire plaisir à un client, si on n'a pas ça dans le sang, en disant j'ai fait quelque chose, finalement ça n'existait pas, j'ai créé quelque chose, un produit, même s'il y a des concurrents, j'ai proposé quelque chose, et il y a quelqu'un qui a payé et qui est reconnaissant. Bah, c'est ça. Dire le vrai salaire de l'entrepreneur, c'est pas le cash, c'est la reconnaissance de quelqu'un qui a acheté son produit et qui trouve qu'il en a eu pour son argent. Et si vous n'avez pas cet amour-là du client, ça se sent, à mon avis. Et c'est parce que vous avez peut-être l'amour du client que les échanges vont être constructifs et c'est peut-être le client qui va vous redonner la patate dont vous avez besoin le jour J. Peut-être sur plusieurs jours. Mais c'est ça. N'oubliez pas, ça va être un combat. Désolé pour vous, vous êtes tous entrepreneurs, j'imagine. Ou financiers, il y a des financiers potentiels? Non? Que des entrepreneurs. Ok, il y a juste mes associés à moi qui sont financiers. C'est trop tard. Vous êtes déjà dans la merde. Donc vous n'avez plus le choix. Ce qui serait dommage, c'est que vous touchiez le chômage et que ce soit cool, et puis au pire, voilà, c'est bon, ça marche pas, j'ai essayé. Non, il faut être vraiment le dos au mur. Là, fixez-vous l'objectif, tant mieux si vous touchez le chômage, parce que c'est plus sympa de rentrer à la maison sans avoir une gueule de 10 pieds de long qui vous dit alors. Mais dites-vous que vous n'avez juste pas le choix. Et c'est en général quand on n'a pas le choix qu'on est le plus créatif. Alors il y a aussi autre chose, hein, c'est chiant. Mais il va falloir demander conseil. Moi je sais que j'en ai plein de copains sur Facebook. Je le sais. Je poste souvent, et c'est probablement parce que j'ai posté souvent que lorsqu'on a démarré l'opération crowdfunding, j'ai d'abord demandé, parce que j'y croyais pas plus que ça, sur Facebook, dites les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai été bombardé de retours. Mais attends, mais je pensais que tu avais déjà levé, mais évidemment que je te suis si tu y vas. Alors faites gaffe, évidemment que je te suis si faites vachement gaffe à ça. Parce que des promesses, on en a plein. Mais là encore, c'est juste préparez-vous. Essayez de ne jamais être déçu, parce que préparez-vous au pire. C'est ça mon point. C'est que vous allez j'ai vécu tellement de désillusions, tellement d'ascenseurs émotionnels, ce serait pas mal que vous ne soyez pas surpris que vous allez en vivre. Vous allez en vivre. C'est juste normal. C'est normal d'en chier, à moins que vous soyez bien né et que vous ayez beaucoup d'argent pour démarrer, pour voir. C'est normal. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas une espèce d'émulation autour du statut d'entrepreneur, autour de celui qui prend des risques. C'est dommage. On voit plus l'entrepreneur aujourd'hui comme « Ah ouais, le mec s'est fait virer. Bon. » Est-ce que c'est pas un peu en train de changer ça quand même? Peut-être que le film sur Facebook, Social Network, a changé la donne. Peut-être que c'est en train de bouger. Mais tu regardes le nombre d'auto-entrepreneurs qui se créent parce qu'ils n'ont pas le choix que de se créer. Bah, tu te dis, c'est un peu tout le monde qui se dit entrepreneur. C'est un peu tout le monde qui a un projet. Oui, mais tu touches le chômage. Donc oui, pendant que tu cherches en même temps un job, si tu veux, c'est tant pis, tant mieux si ça avance. Mais c'est vraiment tant pis qu'on n'ait pas une culture un peu plus anglo-saxonne qui, allez, on y va, on est derrière toi, je me fous de ce que tu me dis, juste, je te dis go, fonce. On s'en fout, c'est pas ton produit, c'est pas ton modèle économique, c'est la patate que tu vas mettre. On peut déplacer des montagnes. Il suffit d'y croire. Et plus vous y croyez, plus vous faites passer le message qu'attendez, mais moi je passe pour quelqu'un de très très sûr de moi. La limite, waouh, il se prend pour qui? Ok, mais c'est juste probablement pour ça. Alors je ne le suis pas du tout, mais à force, c'est la méthode Coué quelque part. Il n'y a aucune... Dites-moi, quelle est la raison sur Terre pour laquelle BuzzCard ne devienne pas le standard mondial des cartes de visite?
Vous allez m'en dire 50, je vais vous dire non. Vous avez tort. Parce qu'il n'y a juste pas de raison. Parce que je suis petit, j'ai eu la chance d'être conseiller en innovation du patron de la stratégie d'Orange. J'ai vu ce que c'était qu'un grand groupe, j'ai vu la lenteur, l'inertie qu'on proposait, et les gens sont aussi brillants partout. Peut-être moins quand ils ont moins faim. Mais d'un autre côté, un consultant, tu le payes à la journée, et si au bout d'un mois tu n'es pas content, tu changes de consultant, donc il a faim quelque part. Donc des gens brillants, tu en trouves partout. Mais l'inertie des grands groupes est telle que quand tu as la chance d'être petit, d'avoir les moyens de bouger, tu peux faire des étincelles. Nous, l'ambition, c'est pas d'imprimer, je vous l'ai dit. C'est que tous les imprimeurs du monde se rendent compte que tout le travail qu'on a fait pendant 3 ans et demi en chambre sur la techno, et sur la plateforme et tout ce qu'on a protégé, et qu'on va protéger, bah, c'est autant de temps de gagner. Donc il ne va pas s'emmerder à faire un métier qu'il ne connaît pas, il va peut-être avoir envie d'utiliser notre plateforme en marque blanche. Donc il n'y a aucune raison au monde pour laquelle on ne soit pas le standard mondial des cartes de visite. C'est juste qu'on n'imprimera jamais. On laissera les imprimeurs proposer plus de valeur à leurs clients parce que ça crée de la rétention en plus. Ah oui, important. Vous avez un produit, vous y croyez, faites essayer. Faites essayer. À des gens de confiance qui ne vont pas vous piquer l'idée, etc., à des gens qui ne sont pas forcément sur le même terrain. On a tous rencontré des personnes, ne serait-ce qu'en école. Évidemment qu'il faut jouer sur ces relations. Ça peut venir de n'importe quoi. Ça peut venir d'un client qui appelle en entrant. On en a quoi? 2-3 qui passent commande par jour. Bon, c'est déjà ça. Mais combien de personnes on a rencontrées dans notre vie? Je ne dis pas qu'ils vont vous rendre service, mais je dis que c'est toutes les innovations, toutes les créations, tous les insights, tous les challenges, bah, ça vient des discussions, ça vient de rien d'autre. Donc moi, j'ai passé le plus clair de mon temps à rencontrer des gens dans des salons, le plus gratuit possible, si j'arrivais à me faire inviter, c'était mieux, dans des soirées, dans des clubs, où quand tu es start-up, tu payes que 300 € l'année, et il y a plein de clubs comme ça où tu permets de rencontrer des gens. Et il n'y a qu'une chose qui va te différencier des autres, ta Buzzcard évidemment, et ta patate. T'as pas le choix. Vous avez juste pas le choix, les gars. C'est aussi basique que ça. Il faut bosser en chambre le temps qu'il faut en étant le plus challengé possible et servez-vous de vos copains, même sur Facebook, pour dire est-ce que tu veux pas tester, tu peux me donner ton avis. Ça mange pas de pain et vous ne soupçonnez pas à quel point les gens ne sont pas si jaloux que ça, ne sont pas si envieux que ça. Surtout si à un moment donné vous dites en crowdfunding, celui qui veut il vient. Du coup ça se tourne. Ah tu m'emmerdais, je pensais que tu allais être milliardaire et en fait je veux bien être avec toi. Faites-vous challenger un maximum pendant la phase de réflexion pure, enfin de réflexion, non pas réflexion, mais aboutissement du produit et vous en êtes vraiment fier. Et à un moment donné, on passe à une autre bataille. Ça se passe plus du tout sur le produit, ça se passe sur le networking. Et vous n'avez pas eu un jour la peur, à force d'en parler, de vous appliquer l'idée alors que vous n'aviez peut-être pas les moyens de protéger tout ce qu'il fallait protéger? C'est exactement ce qui s'est passé. Et vous avez raison, à un moment donné, il faut foncer. Dire, moi je préfère tenter 10 choses et me planter 9 fois que passer le même temps et faire que la chose qui marche. Je veux être sûr que ce que j'ai pas fait, j'avais une raison de ne pas le faire. Donc j'y suis allé, il y a des choses qu'on aurait probablement pu protéger et qu'on n'a pas protégées parce qu'on les a sorties, donc tout le monde le sait. Mais on en a beaucoup sous le capot. Donc à un moment donné, et je suis très frustré quand je vais en rendez-vous dans des grandes boîtes, de ne pas leur dire ce qu'on a sous le capot. Et là à un moment donné, ouais, les personnes qui font la prestation intellectuelle pour nous, la propriété intellectuelle, nous disent non, vous déconnez. Gardez, c'est pas évident, parce que l'enthousiasme, c'est aussi, attendez, regardez à quel point je suis malin, à quel point je suis intelligent, j'ai fait tout ça. Vous avez des réflexions, mais ça fait 3 ans qu'on bosse sur le sujet, donc évidemment, c'est pas sûr, mais il y a 90% de chances qu'on a déjà pensé à votre réflexion. Et si on l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, heureusement qu'on challenge et qu'à un moment donné, il y a des éclairs. Bon, il y a des moments géniaux où on se dit ah ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. C'est vrai que les cartes de visite, je vous ai pas dit l'essentiel. Les cartes de visite, ceux qui les achètent, ce sont des chefs d'entreprise pour leurs collaborateurs. Moi je suis Danone, j'ai 10 000 collaborateurs à Paris, il y en a un qui part. Toutes les 2 semaines, il y en a un qui part. Je me fous éperdument que les gens sachent qu'il est passé chez Nintendo. Mais j'aimerais bien que tous les gens qu'il a rencontrés, tous les gens à qui il a envoyé un email avec son QR code en signature d'email, sachent très vite qu'il en place à son poste. Et donc ce qu'on a inventé là aussi, c'est que de l'usage. Hein. Il n'y a rien de techno, c'est l'usage. On a juste pensé à ce à quoi personne n'avait pensé. LinkedIn et tous les réseaux sociaux professionnels, c'est l'individu. Si on se retrouve, vous et moi, ce soir sur LinkedIn, et en général les gens s'acceptent parce qu'ils ne savent pas, au cas où,
on saura ce qu'on devient, vous et moi. Dans 2 ans, j'aurais peut-être été aux États-Unis, dans cette Buzzcard là-bas, mais on le saura. Le point, c'est que je ne sais pas qui vous aura remplacé à votre poste. Si vous êtes dans un grand groupe, si vous êtes dans une start-up, j'appelle l'accueil, ce sera facile de dire c'est plus elle, c'est l'autre. Mais c'est peut-être ça qui a le plus de valeur, finalement. Aujourd'hui, si vous cherchez à joindre, et c'est ça que notre plus gros client, qui n'a pas encore validé sa commande, mais qui a annoncé qu'il passait commande, c'est Bercy. Et je pourrais vous raconter ça, parce que on sème des milliers de graines, à un moment donné, il y en a une qui pousse, il faut y aller. Et si on n'a pas semé des milliers de graines, on ne sait pas, enfin, il y a moins de chances qu'il y en ait une qui pousse. Donc on vend une petite structure, et après ça remonte d'un cran, et Fleur Pellerin, le jour où elle décrète avec Arnaud Montebourg que la directive du gouvernement, c'est 2% des achats publics réservés aux PME innovantes, qu'elles soient jeunes ou vieilles, 900 millions d'euros, on est dans la salle, on est comme des fous. Elle dégaine sa Buzzcard. La vidéo de ça, elle est sur ma carte online, c'est ma plaquette commerciale. C'est probablement ce qui a fait vibrer, ce qui a fait qu'en 3 jours, le crowdfunding a eu lieu. Elle dégaine sa Buzzcard devant 300 acheteurs de l'État, on est ravis, et le soir même, sans nous avoir consultés, parce que son conseiller l'a probablement bien briefé, elle annonce à une journaliste, eh bien oui, c'est un Small Business Act, et pour montrer l'exemple, on va généraliser l'usage des Buzzcards à tout le ministère. Génial! Bon, bah voilà, c'est le point, c'est que il faut y aller. Sur les choses qu'on n'a pas encore protégées, il faut y aller, il faut se mouiller. Et ce qu'elle a compris, elle, avant les autres, ou son conseiller avant, peut-être elle a compris, hein, mais en tout cas, la raison pour laquelle ils ont acheté, c'est que des personnes qui changent de service, il y en a plein. Et emmerder tout le bureau, l'accueil, je cherche le N-3 de Pellerin. J'appelle, ça ne répond pas, donc il a gardé son numéro de téléphone, mais il a l'agriculture. J'appelle l'accueil, qui me passe un bureau, qui me passe un autre bureau, mais j'ai fait perdre 20 minutes à toute la boîte. Et si ça se trouve, je ne vais pas trouver. Donc si c'est moi qui suis demandeur, je vais faire l'effort. Mais si la boîte, qui n'est pas un ministère, mais qui est, je ne sais pas moi, vente privée, et vous avez des commerciaux, et il y a quelqu'un qui a un stock de jeans Caporal, il va en écouler 10 000. Il les a sur le dos, donc si c'est pas vente privée, ce sera un autre. Il cherche à appeler vente privée, le commercial, c'est plus lui. Il va pas s'emmerder à appeler l'accueil. Bon bah c'est fini, je passe à l'autre téléphone que j'ai sur mon téléphone, sur mes contacts. Donc vous voyez, évidemment ce qu'il faut, je rebondis, désolé, hein, si vous ne posez pas de questions, j'ai vu un peu dans tous les sens. Mais évidemment que la principale question que vous devez vous poser, c'est « What is the pain? What is the gain ?» Il n'y a pas grand-chose à apprendre d'autre que ça. Si vous ne résolvez pas des problèmes qui ne sont peut-être pas forcément ressortis, la qualité des publicités qu'on voit, quand elles sont bonnes, c'est parce qu'on est comme ça, on dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, je ne savais pas que je voulais un truc qui lave plus blanc que blanc. Maintenant je vois que ça existe, c'est vrai le problème que j'avais, c'est ça, génial !» C'est ce qu'on appelle le Consumer Insight. Moi j'ai appris une chose en école de commerce, c'est ce terme, Consumer Insight. Tout le reste, je me rappelle de rien, ou c'était pas hyper intéressant. Consumer Insight, c'est magique. C'est réussir à définir ce que le client a dans le bid, qu'il n'a pas forcément exprimé, et à un moment donné, on lui montre, et c'est là qu'il se dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Donc, le point le plus important, c'est solution. Quelle solution vous apportez à des problèmes que vous avez identifiés, ou que, si les problèmes sont évidents, normalement, il y a peut-être 1000 personnes qui ont cherché à y répondre avant. Combien vous avez levé, ou est-ce que vous pouvez donner un estimatif si ouais, génial. 260 000 € en 3 jours. Et on cherchait le double, et comme on a fait du networking, et à un moment donné, on a été avec un peu de presse, etc., mis en avant sur la scène de Bercy à un autre moment. On a représenté les PME lors des assises européennes du financement. On est passé à la tribune, debout sur le pupitre, derrière Fleur Pellerin, Xavier Niel, Yoram Moyal. Ok, bon, j'y vais, comme ça, je dis un peu tout n'importe quoi, et ça fait mouche. Et au premier rang, il y avait des mecs de la BEI et de la BPI. Et des personnes de la BPI que j'avais rencontrées par ailleurs. Combien il faut? Bon, donne le dossier, on regarde. En une semaine, ils m'ont répondu. Ils ont dit oui, je n'ai rien signé, mais j'avais l'assurance que le jour où je voulais le prêt participatif développement innovation qui peut être capé à 300 000 €, c'était bon. À 3,5%, pour être précis. Alors, le crowdfunding, c'est ça. Le crowdfunding, ça ne vient pas de nulle part. C'est pas parce que tu te dis, j'ai une super idée, j'ai quelques clients, je vais annoncer sur Internet, quelle que soit la plateforme, et boum, ça monte, c'est qu'il faut au moins que tu fasses la moitié tout seul. Il faut que le premier jour, si tu veux que ça marche, c'est très moutonnier. Si tu veux que ça marche, il faut que dans tel jeu, autour de toi, pas forcément tes copains, tout le monde parle du premier cercle, Friends and Family, non.
Tu vas pas mettre ta famille dans le business. Tu vas pas mettre tes friends. Ils vont le faire pour toi, pas pour ton business. C'est pas... Non, il faut que ce soit la raison qui parle. Et donc, c'est les réseaux, c'est les networking, c'est tout ça. C'est tout ce travail en amont qui importe. Ne croyez pas une seule seconde que le crowdfunding, c'est génial. Non, les plateformes ne servent à rien. Voilà, on peut être radical comme ça. Je suis pas sûr d'avoir compris ton point. En gros, tu dis, si tu pars sur le crowdfunding, il faut être sûr d'avoir la moitié. Moi, je dis la moitié. Je pense que la plateforme va dire 30-40%. Non, c'est vrai que c'est 30%. Et deux gars qui mettent au pot d'emblée, quoi. Sur le principe, je serais ravi d'avoir des milliers, des millions de personnes qui ont 1 euro de la boîte. En France, en Europe, on est limité à 150 associés. C'est la raison pour laquelle on a mis un ticket d'entrée de 2600 euros. On cherchait 260 000 et non plus 500 000 comme à l'époque. Donc, toute cette introduction, c'est parce que ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait vraiment pas comme ça. Si vous n'avez pas la quasi-assurance d'avoir en réalité le double de ce qui va être effectivement promis le premier jour, ça peut... Sinon, sur le principe même d'aller crowdfunder ton capital, est-ce que c'est pas un problème d'avoir 150 associés dans ta boîte? Alors, en l'occurrence, j'ai eu la chance d'en avoir que 35. Et tu veux que je te dise, c'est probablement la meilleure idée. C'est même pas moi qui l'ai eu, ce sont mes juniors qui l'ont eu. C'est une idée absolument géniale. Alors, je sais que je les emmerde un petit peu parce que j'ai tendance à beaucoup communiquer et à vouloir challenger. J'ai tellement été seul tout ce temps-là, parce que mon frère est parti aux États-Unis, donc je suis vraiment seul aux manettes ici. Du coup, ça fait un bien fou d'envoyer un mail en disant voilà ce qui est en cours, voilà ce qui est en train de se passer, voilà le rendez-vous qui vient de se faire. Et tu as peut-être sur les 35, tu en as peut-être 20 qui dans les 2 jours te répondent un truc. En disant tiens, j'ai pensé à ça, et si on faisait ça, et ça, t'as pensé à ça? Tant qu'ils sont positifs, ça va. Ils peuvent aussi être... Bien sûr qu'ils vont être négatifs à un moment donné. Si 35, ils représentent combien du capital? Oui, c'est ce que j'ai demandé. Alors ça, ça c'est confidentiel. Hein. Non, enfin, la question c'est est-ce qu'il y a 15 points. 15 points. 15 points. 15 points. Donc on a valorisé la boîte à 1,5 million avant, et ça ne tenait pas sur le chiffre d'affaires qu'on avait réalisé, qui n'était pas énorme. Ça tenait sur les perspectives business et le fait qu'on ait signé un ministère, et qui potentiellement devrait faciliter la généralisation à d'autres ministères. En fait, ce qu'il y a de bien avec Buzzcard, c'est ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc on aura beau être copié un jour, malgré ce qu'on a déposé, voilà, enfin, si tu passes commande de Buzzcard et que tu files tes cartes, si une seule fois sur les 100 cartes que tu as données dans l'année, tu dis à quelqu'un, ah, tu sais, si tu scannes à l'occasion, tu verras, je te dis pas encore où, mais on va changer d'adresse dans 6 mois. Ok, donc tu viens de t'engager à mettre à jour ta carte online. Si un malin se met à nous copier et propose la même chose pour 5 euros de moins, si tu achètes un autre paquet de cartes, tu vas devoir faire coexister 2 cartes online. Alors déjà, renseigner une, c'est chiant, c'est ce qu'on appelle une barrière à la sortie. Nous, on n'a pas de barrière à l'entrée, on a une barrière à la sortie. Ce qui est pris n'est plus à prendre, et c'est ça la différence. Et du coup, en fait, au capital, t'as pas 35 associés, c'est un Ah non. qui a pas. Enfin, si, non, ça n'est pas d'une holding. C'est là où c'est intéressant pour nous. C'est vraiment de l'intermédiation. C'est-à-dire ils ont été là. Enfin, on parle plutôt de financement désintermédié parce qu'il n'y a plus les banques, etc. Mais c'est une plateforme de mise en relation. Donc, il y a des gens que je connaissais, Nicolas, je lui en ai parlé et du coup il est allé sur la plateforme. Et il y a plusieurs personnes, dommage qu'il n'y en ait pas aujourd'hui, qui sont venues, je ne connaissais pas. Il y a quelqu'un qui a mis 20 000 euros le premier jour, qui n'a pas pris la peine de nous appeler. Donc on était sûr que c'était fake. Donc, on s'est dit, bon, on va chercher 20 000 de plus. C'est un concurrent qui va se retirer pour nous emmerder. Alors, ce qui est génial dans cette approche, c'est si vous faites du crowdfunding, je vous dis, l'essentiel, c'est de bâtir pour être quasiment sûr d'avoir, on va dire, 100 000 euros. C'est assez fort. Le gars a déjà 100 000 euros le premier jour, c'est fort. Tant pis si vous êtes à 50-60, mais je vous dis, ne prenez pas le risque, parce que c'est un risque énorme d'aller en crowdfunding. Parce que si ça ne prend pas dans les 2-3 mois, c'est quoi? C'est maximum 3 mois? Maximum 3 mois. Si ça ne prend pas dans les 3 mois, vous êtes grillé. C'est fini. Changez de business. Changez de business, vous ne lèverez plus jamais. Si le grand public, si des milliers de personnes n'ont pas pris la peine de regarder le dossier et de dire je mets 1000 euros ou 1500 euros, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le plus gros montant chez un Solo? Non, je crois qu'ils ont fait beaucoup plus gros, mais sur un truc long. Oui, on a levé 700 000 euros pour une grosse PME qui fait de la concentration solaire. Effectivement, là, c'était plus long. En fait, généralement, quand le projet atteint un seuil de financement qui est fixé à 75% du montant désiré, on prolonge la campagne. Parce que le crowdfunding, c'est un effet de foule de suiveurs complètement. Et quand on voit qu'un projet... En fait, plus les projets sont financés, plus les gens font des stimulations d'investissement. Aujourd'hui, tous nos projets terminés
il y a une dizaine de simulations par jour. Anaxago nous en voulait beaucoup, parce qu'on paye aux fees. Et allez, vas-y, monte à 1 million, on peut. Parce que dans les 3 semaines qui ont suivi, en août, hein, on a eu 140 000 € en plus, alors qu'il y avait écrit terminé, financé, arrêté. Et les mecs disaient non, je veux. Donc liste d'attente de 140 000 €. Et sur les 35 nouveaux associés, donc comme mon frère est parti aux États-Unis et qu'on a besoin d'un board physiquement ici, et que le couple n'est même pas en France, le couple d'imprimeurs cofondateur à l'origine n'est pas en France, du coup on a 7 associés plus quelqu'un qui n'est pas actionnaire mais qui est associé aussi, donc un board de 8 personnes, ce sont les 7 plus gros tickets. Parisiens. Donc, il y a un copain de Hong Kong qui a proposé à un autre sur Facebook, 50 000 € sont arrivés. Facebook, hein. Mais on croyait que tu avais déjà levé, bien sûr, on te suit. Donc oui, donc le plus tôt vous commencez à parler, surtout des succès, les gens se foutent du reste. Hein. C'est « Ah, il se passe ça, ah, il y a cette vidéo, ah, il y a cette interview, il y a ce truc », et ça commence à monter, mais ça prend du temps. C'est pas fake, hein, c'est pas... ça se construit une marque. Vous connaissiez combien de personnes sur les 34 du coup? La moitié. Ce qui est intéressant, c'est que 20 personnes sur les 35 n'avaient jamais investi de leur vie. Ça, c'est bien. Et sur les 20, je crois qu'il y en a 15 que je connais. Il y a 3 types de crowdfunding. C'est chiant parce que c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Et notamment les problèmes qui se passent aujourd'hui avec les directives, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgames. L'equity, en ce qui me concerne, ce sont des actions que tu lâches. Donc tu ouvres ton capital. Equity, c'est action. Donc c'est comme si tu faisais le tour des portes, le tour des popotes pour demander à des fonds qui gèrent de l'ISF, etc. Et t'en as 1, t'en as 2, t'en as 3, t'en as 4, et tu regroupes et tu as ta somme. Là, c'est une plateforme qui, techniquement, c'est exactement comme aller voir des réseaux de business angels. On va oublier les fonds, parce que les fonds, il y en a un qui te dit go, on est déjà... Enfin, on se fout du crowdfunding. Donc, crowdfunding, c'est la foule qui achète des parts de ta boîte. Ce qui n'a rien à voir avec Kickstarter. Kickstarter, KissKissBankBank, etc. Pour faire simple, c'est de la prévente. Donc en gros, c'est brillant, c'est absolument génial, parce que là, évidemment, tu vas avoir, ce sera des petits montants, et tu peux avoir une foule hallucinante. Je voulais proposer cette conférence en duo avec un Français qui a fait un carton, qui s'appelle Plug, ils ont changé de nom récemment. Ils ont un petit device côté USB, genre tout ton cloud sur l'USB, un truc assez malin. Ils ont cherché, ils sont allés directement chez Kickstarter, qui est américain, donc il faut avoir une adresse aux États-Unis. Ils ont eu l'adresse. Et ils ont dit, voilà, la vidéo de présentation de ce qu'on veut produire, il nous faut 70 000 $ pour le produire. Donc en gros, c'est à l'appel aux dons, aidez-nous à produire le truc si vous croyez en l'idée. En réalité, c'est véritablement de la prévente. Pourquoi c'est de la prévente? Parce qu'ils cherchaient 70 000 $, 70 $ le device, ils ont eu 1000 personnes qui ont demandé, ils ont laissé ouvert, ils en sont à plus d'1,5 million. N'allez pas me faire croire que les 95% des gens qui ont continué à investir, ils se disaient, si on met de l'argent, c'est pour qu'ils puissent produire, les pauvres, ils n'ont pas les moyens. Donc c'est juste que le device est pertinent, je veux participer à l'aventure, je veux être un des premiers, et je veux avoir le device avant tout le monde. Voilà, je suis un petit peu un VIP. Tu vois, c'est le côté, grâce à moi, ça s'est fait. On les a vraiment lancés. Ils cherchaient 70 000 $, ils se retrouvent avec 1,5 million $. Peut-être que c'est la future $1 billion business, et j'en suis. Et on est juste sur ce côté-là. J'ai mis 70 $, j'ai reçu un produit. Le produit qui aurait peut-être valu 120 $ dans un an au magasin, j'y crois avant les autres, tout le monde y gagne. Et c'est la foule. Maintenant, faites attention au crowdfunding equity. C'est pas parce qu'il y a un Anaxago ici, il veut dire allez-y les gars, c'est génial. Non. Même si vous avez réussi à avoir la moitié ou le tiers autour de vous qui est quasiment assuré, donc prenez un petit peu de marge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui soudainement ont des problèmes familiaux et ne peuvent plus investir. Même, le vrai risque, c'est que la mayonnaise ne prenne pas. Si le premier jour, tu as 100 000 €, le deuxième jour, il ne se passe rien, pourquoi il se passerait quelque chose le troisième? Je veux dire, peut-être que dans la première semaine, ça se vaut, mais on va dire que Anaxago, à chaque fois qu'ils font une campagne, ils envoient un emailing à tout le monde. Voilà le nouveau dossier, une petite page qui résume. Si vous ne savez pas résumer votre business avec des phrases chocs et une petite vidéo, là aussi, oubliez, c'est hyper important de bien présenter, c'est fondamental. C'est fondamental de savoir, avec 3 phrases chocs et ce qu'on appelle des reasons to believe, voilà, Bercy a passé commande, on est la première startup, bidule. Bon, déjà, ça donne envie d'ouvrir le dossier. Parce que le vrai problème, c'est comme l'ouverture des emails. Hein. Tu fais l'emailing, si l'objet ne t'accroche pas, il y a peu de chances que tu ouvres, et c'est pas parce que tu as ouvert le mail que tu as cliqué sur le lien. Bon, je vous raconte comment ça s'est passé exactement.
Et après, je reviens sur les business angels si on fait perdre du temps. Ce qui s'est passé exactement, c'est... Non, je suis obligé de commencer par les business angels parce que c'est grâce à eux qu'on a fait le crowdfunding. Réseau business angels, on fait un document écrit, on a le droit incroyable, la chance incalculable, l'honneur de passer en pitch de 5 minutes avec un chrono. On est là pour parler business, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec 5 minutes, c'est tout le monde pareil. Tu vois, c'est juste fou déjà, le côté, on t'écrase, on est 15 personnes, c'est nous qui regardons les petits merdeux passer. Mais c'est ça, hein, c'est un peu ça, c'est ça qui pose problème là-dessus, à mon avis, déjà en philosophie. Donc on a le droit de passer, on fait un pitch qui n'est absolument pas basé sur l'intérêt du concept, mais sur ta capacité à faire mouche en 5 minutes. Ok? Parce que le truc écrit, on va dire que tout le monde passe le truc écrit. Et à l'oral, tu as 1 sur 2. Donc sur une soirée où tu as 15 personnes qui représentent un réseau de 150 ou 200 personnes, on a fait les 2 plus gros réseaux parisiens. Paris Business Angels, Investisseur. Investisseur. Que je ne recommande absolument pas. Comme ça, c'est dit. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je recommande absolument pas. Attention, les Business Angels, s'il n'y a pas de Business Angels, il n'y a plus rien qui se passe. Parce que finalement, sur les plateformes de crowdfunding, ce sont des personnes qui, la plupart du temps, ont déjà misé 2-3 000 €, donc sont peut-être déjà dans des réseaux de Business Angels. Maintenant, s'ils ne sont pas très réseaux, très réunions et tout, ils vont le faire tout seuls. Sans Business Angels, il n'y a rien qui se passe. Ce que je reproche au réseau Business Angels, c'est la manière dont ils sont organisés. Ce n'est pas du tout les personnes. Un petit peu la philosophie, mais surtout l'organisation. On passe à l'oral, en pitch, il y a plusieurs personnes. Le problème chez nous, c'est qu'on a toujours suscité beaucoup d'envie. Donc on a 3 personnes, alors qu'en général c'est une personne, qui veulent instruire le dossier. Ok, 3 personnes, c'est bien, des personnes qui connaissent absolument rien, parce qu'en général ils ne sont pas entrepreneurs. En général, ce sont des personnes qui cherchent à défiscaliser l'ISF. Je suis sérieux, ceux que j'ai vus, et j'en ai vu beaucoup, 80% c'est l'ISF. Au moins la moitié à la retraite, c'est pas parce qu'ils sont à la retraite qu'ils sont nazes, c'est juste qu'ils n'ont pas été entrepreneurs. Alors quand tu parles d'un truc sur le web, tu dis que tu vas investir sur le web pour concurrencer Vistaprint, t'es encore plus mal. Bref, 3 instructeurs. Ça dure 3-4 mois, l'instruction. Et on se voit régulièrement, tous les 10 jours en moyenne, 3 fois par mois. On échange, etc. Et c'est probablement là qu'on a créé l'offre entreprise. Alors que, et c'est peut-être eux qui ont changé la vie de Boscar. 4 mois d'instruction, fine. C'est le jeu. On n'est pas d'accord, on explique, on prend le temps, mais on a le temps. Après, on a l'honneur à nouveau de placer en plénière. Et en plénière, tu as, on va dire, 100 personnes qui sont là. Et là aussi, là, tu as 10 minutes, plus 10 minutes de questions. Et vous avez compris quand même, dans l'introduction que j'ai faite, que c'est pas simple d'expliquer. À la base, surtout si les mecs regardent Googleise et tombent sur un article et ils le lisent en diagonale, carte de visite réactualisable. Génial! Mais peu de barrières d'entrée quand même. Finalement, tout le monde peut le faire. Donc, tu vois, après, tu redescends un petit peu. Et tout le problème, c'est de réussir à expliquer. On va dire que ça s'est bien passé pour moi parce que enthousiasme. 90% des gens vont regarder l'homme, hein. Pas le modèle. L'homme. Si vous avez breveté, si vous avez un gros client, c'est quasiment gagné. Le problème, c'est quand on cherche de l'argent, c'est qu'on en a besoin. C'est pas quand on a des gros clients, les banques peuvent faire le boulot. Donc c'est toujours le côté œuf et la poule. Donc, je me dis que les instructeurs vont faire le boulot, il y a 18 mains qui se lèvent. C'est sûr, on n'a jamais vu ça, 18 mains, c'est très très rare. Hein. Génial, 18 personnes quand même, waouh, record. On est serein parce qu'on avait le fonds, comment ça s'appelle, FCRI ou FRCI, je ne sais jamais, Fonds régional de co-investissement, qui, chose incroyable, pour la première fois, nous avait vu avant qu'on voit les réseaux, c'est eux qui nous ont envoyés vers les réseaux, on ne savait même pas que les réseaux de Business Angels existaient. Et le fonds qui m'avait suivi sur l'ETRIC, sur le jeu que j'avais fait avant, dit mais je suis complètement fan de ce que vous avez fait, je pense que vous avez un souci du détail génial. Je regarde, j'étais un petit peu sceptique quand on m'a parlé de vous, de ce dossier. Je comprends que vous avez tiré la pelote de laine à fond. Ok, considérez que c'est bon pour nous. C'est pas une journée, hein, c'est 3 à 4 rendez-vous avec les boss, etc. Donc vous pouvez annoncer au réseau de Business Angels que vous allez voir, parce qu'on ne fait que du co-investissement, que pour nous c'est bon. La valo, ok. On verra, mais grosso merdo, oui. Donc on est hyper serein. Et probablement que ça a joué sur les 18 mains levées, parce qu'on m'a dit,
on a l'assurance que si vous mettez, il complète. Donc on ne cherche en réalité que 250 000 euros. 18 mains levées, on nous vend que les business angels sont quand même, ils rigolent pas, c'est pas des petits malins, c'est du 20 000 euros en moyenne. Bon, voilà, c'est bon. À 18, si on tombe à 12, ça fait 240 000 euros, c'est plié. Et tu te dis que les instructeurs vont faire le boulot et vont dire, attendez, on vient bien vous briefer, et puis en 3-4 rendez-vous, c'est plié. Il se trouve que réunir 18 personnes à Paris, c'est pas évident, et donc ça prend du temps, et tu peux imaginer qu'il y en a plein qui ne viennent pas, donc tu envoies 10 le premier mois, tu envoies 12, dont 6 communs, donc il y en a 6 que tu n'avais jamais vus, et bien évidemment, tu es obligé de faire ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire, attendez, je pense que vous n'avez pas forcément tout compris, ce qui est normal, je vous explique bien, et ceux qui ont déjà écouté ça ne veulent pas le réécouter. Et les instructeurs, s'ils font pas bien leur boulot, mais de toute façon, tu peux supposer que quelqu'un qui va mettre 10, 15, 20 000 euros, se dit pas, je fais confiance aux petits copains que je connais à peine, parce qu'on est dans le même réseau, et j'y vais. Donc on repart sur une phase d'instruction, ce qui est complètement débile, à 18. Je veux dire, vous avez plein de questions à me poser, on suppose qu'on est juste là, vous me posez des questions sur le modèle économique, la stratégie, les clients et les raisons de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vendre plus vite. Ça fait beaucoup de questions, et tout le monde n'a pas les mêmes avis. Donc ça sert juste à rien. Alors que si les réseaux Business Angels, après la phase d'instruction, c'était dit comme une plateforme de travail, vous avez un mois, vous êtes 18 à avoir dit oui, vous avez un mois, appelez-le, allez voir l'équipe, allez éplucher les trucs, tout est là. One to one. 2 par 2 si vous voulez, mais pas 18. C'est ça, c'est juste. À Naxago, les fonds sont bloqués et il y a un mois avant que ça se fasse vraiment. Il n'y a pas de transfert de fonds, en fait, ça c'est pas possible, on n'est pas un établissement bancaire. Okay. Les fonds sont débloqués, c'est-à-dire que les investisseurs font partir les fonds au moment où la levée de fonds est terminée, signée. Comme ça, on n'a pas d'argent qui se balade, on n'a pas de conséquences, on n'a rien. Donc du coup, c'est pendant tout ce temps-là, vous pouvez appeler Yora. Voilà, l'idée brillante de Naxago, c'est la pré-campagne. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Mais comment on fait maintenant? Est-ce que vous faites un tri de dossier, vous personnellement, d'abord? Ah oui, oui. Nous, on a un taux de sélection qui est en dessous de 3%. On a reçu plus de 1000 dossiers là depuis un an. C'est ça, donc pour suivre les dossiers, vous épluchez, vous rencontrez sans doute les personnes. Voilà, il y a le premier filtre du tri, il y a le deuxième filtre du rendez-vous, il y a le troisième filtre du comité de sélection. On a un comité de sélection chez Naxago qui est composé de certains de nos actionnaires, mais aussi de gens qui sont intéressés. Des professionnels du conseil, du luxe, de la finance, quelques banquiers, qui eux votent, plus ou moins. Et ensuite, on a l'instruction, enfin ce qu'on appelle nous l'instruction du dossier, mais qui constitue donc la due diligence, l'audit, la constitution du dossier entreprise en fait, puisqu'on essaie de faire ça. C'est un cycle qui prend combien de temps? C'est 3 semaines à peu près. Ouais, donc on est pas en plus, on n'est pas du tout sur la même durée par rapport à des business angels, ça va beaucoup vite. C'est en plus très intéressant pour un business angel parce que s'il arrive sur un Naxago, il a le dossier qui est déjà ficelé. Il a juste à regarder, si vous voulez, et à dire oui ou non. Et alors les déclarations récentes de Fleur Pellerin, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Alors les déclarations récentes de Fleur Pellerin, sur nous, c'est super, ouais. en fait, parce que... Faites attention aux gens qui cherchent à faire du buzz sur du vent. Ouais, il y a un bad buzz au-dessus de ça. Clairement, c'est pour ça que je demande votre avis, parce que bon, on lit ce qu'on lit, on essaie de croiser les infos. Il y a des choses qui sont devenues légales alors qu'elles n'étaient pas. Voilà, en fait c'est exactement ça. Il y a un an, faire du crowdfunding c'était illégal. Wicid, je le dis, Wicid c'est notre plus gros concurrent, mais c'est quelqu'un que moi j'admire énormément parce que c'est un homme qui a su voir venir le crowdfunding il y a 5 ans. Mais il faut être très honnête, il y a un an, sa plateforme était fermée parce qu'il était illégal. Depuis, nous on est arrivés, on est des petits jeunes, on est comme vous, hein, je ne dirai pas mon âge, mais je pense que vous devinez. C'est des talents qui... il y a un an, on a décidé de monter une association professionnelle du crowdfunding. On s'est dit, les mecs ils gravitent chacun dans leur coin, mais il y a quand même une trentaine de plateformes. On va créer une association professionnelle. François Carbone, qui est mon associé, est le dirigeant de cette association. Et depuis un an, il rame et il travaille en partenariat avec le ministère de Fleur Pellerin et aussi l'AMF pour permettre au crowdfunding d'être reconnu. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est énorme que Fleur Pellerin dise le crowdfunding, c'est légal, c'est une vraie poche d'investissement. Alors il y a plein de choses à revoir, les plafonds... Par exemple, les plafonds sont assez surprenants quand même. Pour le prêt, c'est très dur. Pour le prêt, 250 € par personne. C'est rien du tout. Voilà, pour le prêt, oui, mais le prêt, c'est autre chose. Le prêt, tu concurrences directement les banques. Donc on n'est pas dans l'approche investissement. Est-ce que tu inclus les cigales dans les 30 plateformes? Oui. Les cigales, tu sais, c'est un
Est-ce que tu fais une prêt Cigale. Non, il rentre au capital. Voilà, vous connaissez pas. Aritsuka Pardon? Aritsuka. Non, c'est pas une personne, C'est beaucoup plus ancien que tout ça. Ouais, c'est Ah ouais beaucoup plus ancien que tout ça, et c'était. Peut-être que tu peux en parler mieux que moi. Il y a un ancrage c'est plus social, quoi. Il y a vraiment des rencontres qui se font. Ils rentrent au capital, je crois. Ouais, ils Et, sont pas dans notre association, en fait. Ils sont pas web à la base. Enfin, la culture, c'est pas web. Après, c'est un opt-in. Ils sont pas dans l'asso, ok. C'est à vous de. Enfin, c'est aux gens Je vais trouver. qui se réclament du crowdfunding d'intégrer l'association professionnelle. Parce que c'est tout bénéfique pour tout le monde. Avant, on était 20 plateformes, aujourd'hui, on est 68. Hein, donc c'est un marché qui explose. Club d'investisseurs locaux, service de développement d'entreprises solidaires. D'accord. Bon, je ne les connais pas. Je ne connais pas tout le monde. Non, il y a de grandes. Enfin, moi, je suis le premier à défendre Fleur Pellerin, non pas parce qu'elle a passé commande, mais parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de faire du crowdfunding. Si tu veux, je ne peux même pas imaginer qu'elle joue contre ce qu'elle revendique le plus, en disant il faut ouvrir, il faut des intermédiaires, il faut donner encore plus la patate aux entrepreneurs qui n'en ont pas assez, on les déçoit trop. Enfin, je veux dire, si on ne fait pas des choses pour que l'entrepreneuriat soit plus simple. Parce que du coup, on a coupé dans ton fil, tu étais sur les business angels, ils Donc mettent du en temps à fait, réagir. ça a cassé vraiment. Ouais, ça t'a démoralisé, puis comment t'es passé tout sur le crowdfunding? Ça m'a démoralisé parce qu'ils ont fini par dire alors on est bon, Yoram, mais on est 10. Et on veut bien mettre 20 000, mais on va les mettre en 2 fois. Alors je ne sais pas si au cours de l'heure qui vient de se passer, vous avez senti à quel point j'étais un petit peu oriental. Mais j'ai vraiment le sang chaud et je pense que là j'ai pété les plombs. Dit comment est-ce que vous pouvez vous foutre de ma gueule à ce point? Dire vous saviez depuis le début qu'on cherchait 250 000 €, qu'on n'allait pas bouger sur la valo, parce qu'on est 4 associés et qu'on ne bougera pas sur la valo. Et vous me dites la gueule enfarinée, on est 10, c'est une bonne nouvelle et on met 2 fois 10 000. Et alors, pour faire poli, non. Mais on verra par la suite si on ne trouve pas les compléments. En tout cas, oubliez tout de suite le côté en 2 fois. Vous avez 10 000, ok, donc on part sur 100 000. Et parce que je supposais qu'il y avait 100 000, j'étais quand même assez serein en me disant bon, bah, peut-être que d'autres réseaux vont être intéressés. J'étais un peu écœuré des réseaux, je me dis peut-être qu'on va trouver, peut-être des fonds ISF, etc., des petits fonds qui ne sont pas comme des VC, qui vont pas mettre 1 million € minimum, on va voir. Et c'est là que je me suis dit, bon allez, back to business. Parce que ça fait perdre un temps hallucinant de refaire les slides 10 fois, et en plus, les réunions se passent mal, parce qu'ils ne sont pas contents des slides, c'est normal. On a fait les slides en pensant à quelqu'un qui donnait l'impression d'être un peu leader sur la discussion, et au final, non. Parce qu'il n'est même pas venu la fois d'après. C'est juste ridicule d'imaginer des réunions de 10, 12, 15 personnes, c'est juste pas possible. Ça n'a aucun sens. Tout le monde est déçu. Et moi le premier. Donc passer un temps aussi dingue que ça pour rien, c'est vraiment énervant. Mais on a quand même construit quelque chose. La phase d'instruction a été très intéressante, ça nous a permis d'améliorer le business. Mais d'un autre côté, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on améliore le business. On est challengé. Donc c'est pas non plus eux qui ont tout changé. Ça aurait pu être d'autres personnes. Donc on se dit, back to business. 2 semaines après que j'ai dit non à la proposition de 100 000 €, on fait la couverture de capital, de challenge. Chance incroyable. Et on fait la couverture de challenge probablement parce que on avait vendu à la DG6 pour 100 personnes, donc une petite structure du ministère des Finances. Et de ces 100 personnes, le service achat de l'État est remonté vers nous en nous disant écoutez, on a identifié votre vente à une partie, à un service public. Et on trouve ça génial de pouvoir montrer qu'il y a aussi des startups qui arrivent à se débrouiller et pas passer par des appels d'offres hallucinants, etc. Donc ce serait un bon... Et il y aura 300 acheteurs dans la salle. Évidemment qu'on vient. Et là, il se passe de plus en plus de choses. Donc là, quand on l'annonce, donc c'est parce qu'on savait qu'on allait être invité que probablement on est passé de... Il y a une chance sur 4 qu'on soit en couverture à... On est 4 sur la couverture, mais on est en avant. Et donc on pouvait dire qu'on était la première des 100 startups d'avenir. Et dans la foulée, Fleur Pellerin qui annonce ça sans même nous tenir au courant, on va généraliser, génial. Ah, évidemment, après challenge, on reçoit un coup de fil, finalement on est peut-être 12. Après Bercy, on va peut-être mettre 15 000. Et là, donc on se dit, ok, c'est en train de changer, on va attendre un petit peu, on va voir. Et au moment où on savait qu'on allait être en couverture de capital cette fois-ci,
juste après le truc de la BPI. On savait qu'on n'avait même plus besoin du FRCI, quelque part, qu'on allait faire ça, et on se dit, et là ce sont mes juniors, pour être très honnête. Donc Fleur Pellerin m'avait dit, au détour d'un truc, dit, mais le crowdfunding c'est fait pour vous. Et quand mes juniors me disent, tu sais, nous on a donc HEC et SEC, en stage, et ils viennent et ils me disent, mais crowdfunding, non, ça te dit rien? Bah, en France, il n'y a pas énormément de succès, il n'y a pas de preuve d'y croire. C'est peut-être encore un peu balbutiant, peut-être dans 2-3 ans. Et ils disent, bah, en tout cas, pour notre part, nous on a postulé ici, parce qu'on a tapé meilleure start-up de France, on était à la bourre, on n'avait pas encore de stage, on tape meilleure start-up de France, tu apparais dans pas mal de classements, on regarde les autres pas hyper sexy, on a vu des vidéos, tu nous donnes envie, on peut supposer que des personnes qui veulent mettre 2 à 5 000 euros aient le même réflexe de googliser Buzzcard, avec un Z. Et du coup, on se dit, ok, on est mi-juillet, on a choisi Anaxago. On a choisi Anaxago parce qu'on avait la quasi-certitude d'avoir les 100 000 euros d'investisseurs. Parce qu'on appelle quand même en disant, on va le faire probablement avec une plateforme de crowdfunding, est-ce que ça vous va, etc. Oui, parce qu'ils ont déjà fait ça. La pré-campagne, donc il est génial, hein. Comme on commençait à avoir un petit peu de presse, et que les gens qui s'intéressent aux startups regardent ce genre de magazine, Anaxago dit, ok, 10 jours avant, donc pendant qu'on fait la due deal pour voir s'il n'y a pas de cadavre dans le placard, etc., donc on épluche tous les documents financiers, il n'y en a pas beaucoup, on envoie un emailing pour dire, dans 10 jours, Buzzcard sera finançable. Donc en gros, vous pouvez contacter l'équipe au plus vite. Et le 3e jour, on est content parce qu'on a plein d'appels, et des personnes qui viennent nous voir au bureau. Et le 3e jour, on reçoit un mail de la part d'un investisseur qui nous dit, écoute Yoram, en fait, on va sortir probablement notre propre plateforme de crowdfunding à la fin de l'année ou en début d'année. Donc on ne peut pas s'associer à une autre plateforme que la nôtre. Ils ne peuvent pas s'associer à une plateforme et Anaxago encore moins. Et là, je me dis, c'est fini quoi. Si je trouve pas tout de suite, avec le mois d'août qui arrive, capital, pas capital, j'en ai rien à foutre, avec le mois d'août qui arrive, ça va merdouiller. On va démarrer à 50-60 000, ça va être hyper chaud, et peut-être qu'on va prendre une gifle, parce qu'en septembre on sera là, et ça n'aura pas forcément donné envie aux autres de regarder le dossier. Et là on panique totale. Mais pendant la semaine qui suit, donc on arrête de bosser, on fait que répondre au téléphone. Et ça se passe super bien. Et on découvre des personnes qu'on ne connaissait pas, qui sont membres d'Anaxago, et qui appellent et tout ça, et juste au téléphone, la personne qui raccroche en disant « Bon, vous m'avez emballé, c'est bon ». Et il ne me dit pas combien. C'est bon, on avait un ticket minimum de 2600 €, donc à chaque fois qu'il y avait une personne, on mettait bon, 2006, possible, potentiel, etc. Plus le côté Facebook, etc., on demande autour de nous, ça commence à bouger. Et donc, le jour J, mardi matin, 7 h du matin, l'email part de la part d'Anaxago vers les 8000 membres en disant « C'est bon, vous pouvez y aller ». Et nous, on ne savait même pas, il y en avait qui avaient déjà fait une promesse qu'on ne connaissait pas, à 7h05, 110 000 €. 4 heures après, 150 000 €. 40 000 € de plus. Là, t'avais plus les 10 des Business Angels, là. Ils étaient plus du tout là. Bah non, parce qu'ils m'ont dit désolé. Ils m'ont dit désolé. Honnêtement, ils m'auraient dit désolé 3 jours avant, j'y serais pas allé. Est-ce que tu peux faire les deux en parallèle? Bah, c'est ce que je proposais de faire. Ouais. Et évidemment, on s'était mis d'accord pour qu'Anaxago ne touche pas de fees, ne touche pas de pourcentage sur ce que le réseau allait faire, parce que le réseau prend 3%. Bah en fait, quand des réseaux de Business Angels passent par nous, si ils profitent du travail également, mais ils négocient pour ne pas payer les frais. Alors moi, je ne suis pas philanthrope. Très sympa, mais je suis pas là, en l'occurrence, vous l'avez été, parce que vous avez dit OK. On l'est parce qu'ils ont beaucoup de mal. Les business angels, c'est un peu les vieux singes, si vous voulez, de la finance. C'est des gens qui ont professionnalisé un truc qui ne l'était pas. C'est l'investissement en direct dans les entreprises par les particuliers. Et donc, c'est des gens qui commencent un petit peu à se dire tiens, le crowdfunding, ça a l'air de marcher. Alors qu'il y a un an, on nous disait que vous êtes des doux rêveurs. Et donc, c'est des gens qui n'acceptent pas de payer pour X raisons, mais qui, je pense, vont à terme trouver ça normal. Parce qu'en fait, eux payent déjà une cotisation pour leur réseau et pour avoir accès au dossier. C'est 3%. Tu reverses à l'investisseur, si la levée se fait, tu reverses 3%. J'ai une question là, peut-être pour vous deux, peut-être pour Anaxago du coup. Alors, pareil que j'ai pu lire sur mes méfier, mais c'est faux. En 2012, il y a quoi? Ils ont entre 40 et 60 millions de fonds levés en France via crowdfunding. Ils ont 50 pour couper la part en deux. On va dire qu'on prend une commission de 5%, pour faciliter le calcul, c'était 250 000 €. Comment 68 plateformes vivent sur 250 000 €? Tu as 9 plateformes qui en vivent.
Bon alors mais même neuf, si j'ai pas perdu mes maths, ça fait à la louche 25 000 €. Eh ben c'est des créateurs, ils le pas droit pour l'instant. Non mais je te dis honnêtement, en fait moi c'est là où je reviens sur le truc de Yoram, c'est que j'ai une start-up qui a 1 an et demi. Ouais, je galère. Donc pour l'instant... J'ai des très jolies chaussures, mais je galère. C'est intéressant quand même. C'est très impressionnant. La veste, dernier cri, super impressionnant, ça prend plus de 5 ans, ça fait sérieux nickel. Mais du coup, vous permettez à des startups de vivre, mais vous, pour l'instant, vous n'en vivez pas. Bah si, on arrive à être à bien payer 5 stagiaires. Ils sont pas 50. Non, on est 8. Voilà. On arrive à bien payer un développeur. Le business model s'appuie pas uniquement sur les commissions que vous faites. Voilà, d'où ma prochaine question, c'est alors l'un des streams de revenus c'est les fees, ok, mais pour vivre il doit y avoir autre chose. Il y a du conseil aussi, mais bon nous si on se rémunère du côté investisseur mais du côté entrepreneur aussi. L'entrepreneur paye. C'est l'entrepreneur qui reverse. Sur le montant levé. Oui, enfin c'est le même argent, enfin, c'est l'argent qui a été déposé sur l'argent déposé, que ça vienne de vous. C'est l'argent de la boîte, oui, d'accord. C'est pas les investisseurs qui payent en plus une commission. Oui, non, mais c'est pas deux streams, c'est le stream qui vient de vous vers la plateforme. Mais je pense que sur la plateforme, les gens s'abonnent. Les gens pour avoir des dossiers de qualité et que le travail et l'abonnement est payé. Ah oui. D'accord, donc c'est un... Tout est payé. Tout est payant. Tout est payant. C'est terrible les startups. Quelle horreur. Je vous ai dit faites tester tout à l'heure. Moi je suis pas là-dessus. Mais le plus vous ferez du gratuit et le moins ça aura de valeur. Non mais faire tester un minimum en disant ouais mais si tu veux plus tu payes. Mais c'est hyper important parce que ma tendance à moi c'est de dire il faudrait que tout le monde teste et le risque c'est que tu détruises la valeur. Donc pour finir l'histoire, autre anecdote, 150 000 € à midi, si ce n'est qu'il ne se passe rien jusqu'au lendemain matin. Rien, enfin il y a un ticket de 2600 € à 22h. Tu 250 et tu avais 150. À 22h, donc au bout de 4h 150, quand on était comme des fous, ça y est, c'est fini, c'est plié, etc. J'avais rendez-vous avec un petit groupe de copains de 5 personnes le jeudi. J'y croyais un petit peu en me disant, il y en a un qui a craqué sur moi, il n'y a pas de raison. Et je ne comptais pas sur plus que 50 000 de leur part, parce que je ne les connaissais absolument pas et ce serait super. Mais quand même, 150 000 €, il ne se passe rien. Un pauvre ticket de 2006 le soir. Vous avez remarqué qu'il n'y a que Yoram qui s'inquiète quand il a 150 000 € au bout de 24 heures. Non, mais c'est pas en réalité, c'est pas 150 000 € au bout de 24 heures. C'est le travail de la pré-campagne et c'est le travail des amis qui ont mis 50 000 €, etc. Donc finalement, c'est pas vrai les 3 jours. Toi, tu te dis que c'est finalement pas personne. Et je me dis surtout que c'est fini, qu'il y a eu une petite émulation et c'est fini. Et les mecs ils passent à autre chose. Je sais pas du tout comment les gens réagissent. Et je me dis pas que, comme il y a 8 jours, ils ont tous reçu un email, il y a 10 jours, je me dis, ils savent que le dossier existe, soit ils y vont pas, mais ils vont pas revenir dans 3 semaines. Et toi, qu'est-ce que vous en pensiez, vous? Alors nous, c'est ça l'histoire, c'est que je les appelle en disant qu'est-ce qu'on fait, on relance un emailing, je sais que ça se fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Non mais en fait Yoram, il y en a 6 qui ont misé, on cherche juste à les appeler pour être sûr que ce sont des gens qui existent. Et évidemment comme un fou, mais appelez-les tout de suite. Et effectivement c'était 60 000 € de plus, ou 45 000. Donc le deuxième soir, le deuxième jour on était à 195. Et le troisième jour je rencontre le groupe de copains. Et ils prennent quasiment le reste. Enfin, c'était un bonheur d'avoir 15 000 € en appelant 3-4 personnes high level. Il reste 15 000, tu prends, et oui. Alors il y a eu 4 oui, et évidemment il y en a 3 qui se sont désistés. Ça s'est fait en 2 fois. Il y a sur les 260 000 €, enfin sur les 35 associés, il y en a un qui a dû revoir à la baisse. Donc c'est pas parce que ça s'est fait en 3 jours et que tout le monde a dit oui à signer le bon de souscription que l'argent a été viré, etc. L'argent n'est pas encore déposé. Enfin, les virements ont été faits, les chèques sont dans ma poche. Faites gaffe. Donc ça prend quand même du temps, avec l'avocat qui fait tout ce qu'il faut en termes de pacte d'actionnaire, etc. Mais c'est sûr que le nombre de personnes qui m'ont dit oui, je vais mettre X et qui finalement sont revenus sur la décision, pas autour de la plateforme, mais avant, notamment investisseurs, 100 000 €, parti. Donc c'est assez particulier. Et vous, ça vous a surpris ou pas ce développement ou... Oui, bien sûr. En fait, si vous voulez. Quoi nous, ça fait quand même 1 an et demi qu'on fait ça. On n'avait jamais vu une campagne démarrer comme ça. D'ailleurs, maintenant, le trick de la pré-campagne, on le fait tout le temps et ça marche très bien. En revanche, si effectivement tous les dossiers pouvaient se boucler en 3 jours, ça m'arrangerait. Combien de temps ça reste en général,
si au bout de 15 jours, vous n'avez pas 30% du montant qui est levé, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc on est sur 2 mois, à peu près 2-3 mois. Pour moi, c'est un vrai risque. Un dossier qui commence à 20-30 000 euros parce que les mecs ne sont pas mauvais au point d'y aller à zéro. 20-30 000 euros, je suppose que je suis Angel, c'est que je vais sur un hexago. J'y vais une semaine après et je vois que ça n'a pas bougé, je regarde même pas le dossier. Je me dis qu'il y a 100 personnes qui ont ouvert le dossier, qui n'ont pas jugé ça intéressant, je sais pas pourquoi y aller. Donc dans le crowdfunding, il y a crowd. Ouais, il y a un truc qu'on a oublié vraiment dans le crowdfunding qui est la base en fait du concept, c'est le pouvoir de la foule. Et on s'est rendu compte qu'il y a des business, si la foule ne va pas, bah, on se dit que ça marche pas. Et par exemple, on connaît tous, je sais pas si vous utilisez les autolibres, les voitures électriques. Moi je trouvais ça génial les voitures électriques. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on m'en parle et que ça va un jour exploser. Et ben ça ne marche pas. C'est-à-dire que personne ne veut investir dans une voiture électrique. Personne. On a eu 3 boîtes. Des dossiers on a eu 3 dossiers. Ouais. Ça n'a jamais décollé. Et donc on voit, si vous voulez, comme ça, qu'effectivement la foule a quelque part si vous voulez, des blocages. Comment ? Petit blocage peut-être. Non, je pense pas. C'est le principe des ventes aux enchères. Ouais. Quand on a l'habitude, s'il y a un blocage, jamais lever son doigt si quelque chose vous intéresse. Mais c'est le même problème, mais c'est le problème que vous allez tous rencontrer, surtout si vous faites du B2B. Le plus dur, c'est les premiers clients, parce que tout le monde trouve ça génial. On rencontre plein de grands patrons de grosses boîtes qui trouvent ça absolument formidable. On a pensé à tout, c'est malin, c'est pas cher, etc. On a enlevé le frein prix pour qu'on se dise on fera plus cher après. Et pour autant, tout le monde se dit bon, ok, j'ai peut-être d'autres priorités. Et puis tant que le concurrent l'a pas fait, je suis pas un ringard. C'est ça l'idée. C'est plus du défensif que de l'offensif. Et en France, c'est très moutonnier. Alors heureusement, parce que là, on est en train de finaliser quelque chose avec Page Jaune ou un autre groupe. On peut supposer que du coup, ça va déclencher d'autres deals. Et heureusement que c'est moutonnier quelque part. Disons que c'est chiant que ce soit moutonnier parce que personne ne veut se décider à démarrer. Mais quand il y en a un qui démarre, on peut supposer que ça pourra aller vite. C'est le jour où on a une banque, on ne doute pas une seule seconde que dans les 6 mois, on en aura une deuxième. On n'en doute pas. Tout, c'est dans ma banque. Mais c'est la même problématique, c'est la même chose, c'est la séduction, c'est juste pareil. Alors, justement sur la séduction, finalement, au-delà du fait que c'était super bien préparé, si vous avez pu le lever vite, c'est aussi que le projet il est un minimum sexy. Au-delà du fait qu'il soit bien ficelé, que ce soit un projet sympa, c'est donc par là, il y a des projets qui sont plus attirants que d'autres. Je sais pas, parce que tu vois, moi je suis pas KissKissBankBank et j'adore Kickstarter, leur projet, leurs vidéos, c'est génial. Nous on a 0 projet sexy. Justement, est-ce que dans quelle mesure les projets encore à financer. J'ai des potes qui font une startup géniale, c'est un produit, je fais de la promo, mais j'aime vraiment. On a tous une copine, un copain, un truc, je vous le souhaite. Et souvent on a des histoires à dérouler en SMS justement. Ah, c'est tes potes qui font ça ? C'est texto, ouais. Et ils sont allés. Donc en gros, je termine le pitch. En gros, vous branchez votre smartphone, ils récupèrent tous les SMS. Et après, ils proposent de vous envoyer chez vous un petit rouleau comme un petit papyrus, comme ça, avec tous les SMS échangés en mode conversation. Puis en plus, ils ont mis de la data vise, donc on voit les mots qui ont été utilisés plus souvent, amour, truc, etc. C'est génial, je suis de la première cliente. Tu t'en as un déjà ? Mais alors, ce qui est gênant, c'est que moi, je voulais en enlever certains. Et c'était pas possible. On a eu son début, donc tu peux leur proposer. Et en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont d'abord allés voir KissKissBankBank. Ouais. Avec pas mal d'espoir, et ils ont été déçus du peu de suivi et d'accompagnement sur la com, sur le côté buzz. Ouais. Du coup, ils sont allés chercher chez Kickstarter. Dans quelle mesure vous accompagnez C'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Parler des investisseurs, parler des personnes qui veulent faire une précommande, parce que ça n'a rien à voir. Et je vais pouvoir t'en parler très concrètement dans 3 semaines, parce que demain on lance nous ça sur KissKissBankBank. D'accord. Ça, c'est la carte ultime. D'habitude, on l'a fait que pour. Du coup, chez un Hexago, c'est que de l'emailing. Comment ? Chez un Hexago, c'est que de l'emailing en fait. C'est infinite. C'est que de l'emailing ? C'est pas très gentil ça, parce que moi je suis responsable marketing et communication, donc c'est peu de gentillesse. Si, non, il y a de l'accompagnement évidemment. Buzzcard, on n'a pas eu besoin parce que ça a duré 48 heures, 72 heures. Mais si, il y a réalisation de vidéos, on t'aide, on te fait tes communiqués de presse, on te... Si tu sais pas... faire ça pour nous ? Bien sûr. Tu rédiges comme un pied, les 2 points partout. Avant, ça vous faites avant ou vous faites avant du coup ? Avant et pendant. On se chamaille sur la donc ça, population bon. et après ça part. C'est un coût, c'est dans les 3% du potentiel. Alors il y a un package de base. Alors 3% c'est investisseur, c'est pas un hexago.
Il négocie mieux, c'est bon. On a des boss cards, donc on ne peut que négocier. Oui, c'est un coût, c'est-à-dire qu'en fonction de la prestation fournie, effectivement, ça coûte plus cher. Ok, donc tu viens de me tuer mon lancement de carte ultime, c'est ça? Ah non. Alors ça, on le fait sur KissKissBankBank demain. Okay. Et si tu veux, c'était pour dire à, je sais pas, il n'y en a pas 100, mais il y en a eu plein sur Internet, sur Facebook notamment, qui m'ont dit « Ah merde, 3 jours, on n'a pas eu le temps d'investir ». Et il y a surtout eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Attendez, moi je suis client, j'ai vos boss cards depuis des mois, moi aussi je voulais participer à l'aventure, avoir mon nom sur le site, mais 2600 €, j'ai pas les moyens. » Qu'est-ce qu'on fait? Et donc on avait en tête de faire éventuellement une opération de crowdfunding qui n'a rien à voir avec l'equity, qui est, si vous voulez faire partie de l'aventure à titre ambassadeur, on peut faire un truc, le moment où on va lancer notre carte ultime, qui est plutôt un produit destiné aux associations, aux clubs, ou aux organisateurs d'événements, tu arrives à un événement, on va dire que là on était non pas 40 mais 1000, okay, c'est le Hub Forum de demain, qui est organisé demain, bah, plutôt qu'avoir un badge que tu récupères à l'entrée et que tu jettes à la fin de l'événement, l'idée que ce badge fasse office de carte de visite de secours toute ta vie. Donc c'est un badge en plastique parce qu'en papier il s'écornerait très vite, et tu le gardes dans ta poche et tu le dégaines et c'est la même chose. C'est la même chose que le boss card, c'est-à-dire le code renvoie vers ta carte online et là c'est personnel. Si tu es chez Danone, Danone ne va pas te faire ça, Danone va te faire des cartes papier que tu vas laisser et là ça devient ta carte personnelle. Or nous, comme on fait ça dans des fours, etc. avec un imprimeur, c'est pas avec l'imprimant, on n'en fait que des gros volumes. Donc demain, on lance, pour faire écho à 3 jours, 260 000 €, on cherche 260 ambassadeurs en 3 semaines. Donc d'ici au 31 octobre, tous ceux qui font un don de 40 €, et c'est même 30 € je crois pour les 100 premiers, pour activer la pompe, vont recevoir, enfin on va imprimer le 31 octobre, vont recevoir le 2 novembre, leur carte ultime aux couleurs qu'ils entendent. Tu vois, c'est l'équivalent de 35 € pour l'abonnement, 35 € par an s'ils avaient l'acheté, et là c'est 40 € one shot, et ils ont leur carte ultime, ils seront les seuls au monde à avoir cette carte-là. Et tu lèves combien? Non, après peut-être que tu n'as pas me dire, en tout, t'ambitionnes de lever combien? C'est pas pour gagner de l'argent, tu cherches déjà lever. Tu cherches des avatars d'affaires plutôt. Non, je cherche des personnes qui veulent participer à l'aventure et être fiers de dire moi j'ai connu Bosscard avant tout le monde et d'ailleurs j'ai ma carte ultime parce que je fais partie des contributeurs sur l'opération KissKissBankBank. Alors est-ce que c'est pas aussi de la com? Bien sûr, c'est de la com. Évidemment, c'est de la com. Mais quand tu as des personnes qui râlent parce qu'ils veulent faire partie de l'aventure, tu vas pas leur dire non, désolé. Donc, et ça plaît beaucoup. Donc, mais il n'est pas question de commercialiser, si tu veux. On n'est pas assez bon aujourd'hui pour dire tous les jours on va avoir 500 commandes et donc on va imprimer. Donc ça ne sert à rien. On ne va pas proposer à quelqu'un 500 € la carte. Ça n'a aucun sens. Donc on le fait pour les associations. Enfin, tu vois, si tu as un réseau d'anciens, de quelle école ou quelle université tu as fait? Centrale et ESSEC. Ah bah tu vois, Centrale et ESSEC, pardon. Tu pourrais en avoir 2. Ouais. Donc tu peux imaginer que l'école centrale se dise tiens, si on faisait une carte pour tous nos anciens, et en réalité c'est un piège. Ils t'offrent une carte, brandée donc la plus sobre possible pour que tu sois fier de la dégainer de temps à autre. Au dos, il y a écrit ceci, une carte ultime de centrale. Et quand tu la dégaines, tu montres que tu as fait centrale, donc tu la dégaines. Tu n'as pas le temps de dire que tu as fait centrale en 2 minutes avant qu'on te pose la question. Et tu peux être fier de le dire. Surtout si l'autre en face l'est aussi, ou sait qui a fait centrale. Et des cartes de visite là, allez, au bout. Non, mais ça pourrait être donc une association qui équipe ses anciens. Et en réalité, c'est un outil. L'association sera elle-même follower de toutes les personnes à qui ça a été offert. Donc le jour où toi tu dis je quitte Danone pour Pepsi, elle le sait et elle n'a pas besoin d'appeler tout le monde et d'embêter tout le monde en disant est-ce que vous êtes toujours chez Danone à tel numéro, etc. C'est pour mettre à jour notre fichier. Le modèle économique il est là. On vend aux associations, aux organisateurs d'événements, une carte ultime, c'est l'association ou l'annonceur qui décide du design. Et c'est envoyé, peut-être qu'il y a 50% des gens qui vont jouer le jeu, mais c'est votre carte de visite de secours, c'est utile pour vous, et c'est surtout un moyen de ne pas avoir à appeler tout le monde tous les ans pour mettre à jour le fichier. Mais les assos des anciens des écoles, c'est un supermarché pour vous. Bien sûr, c'est un supermarché. Et pour autant, il faut en avoir une, et quand on a une, tu peux imaginer que même Stanford va s'aligner. Oui, si tu as plusieurs cartes Bosscard, c'est-à-dire que tu as la carte de centrale, machin, tout ça, tu peux mixer après avec des bases de données. C'est aussi ça qu'on brevette, c'est le fait qu'il y ait une redirection de toutes tes cartes, de tous tes QR codes. Le temps que. C'est-à-dire, on va dire que tu es chez Danone et qu'on a équipé Danone. On va dire que tu es chez Centrale et qu'on a équipé Centrale. Le temps que tu es chez Danone, ça pointe là-dessus, ça pointe vers ta même carte online. Mais le jour où tu quittes Danone, bah, comme c'est Danone qui a payé, elle va faire pointer le code qui est sur toutes les cartes que tu as données dans la nature, ou tous les emails que tu as envoyés avec le code en signature, vers Frédéric qui t'a remplacé à ton poste. Combien
Combien tu dépensais en conseil propriété intellectuelle? Il y a quel moment d'activité? On est depuis longtemps, là, on doit être à, je sais pas, 10-15 000 €. Mais c'est le début. Hein. C'est vraiment le plus gros. Je vous ai dit, il y a plein de choses qu'on nous appelle. Aïe aïe aïe, il est fort. Tu as breveté quoi? On n'a pas breveté grand chose. On a déposé avec enveloppe solo, avec la protection intellectuelle sur les logiciels, etc. Attention, les brevets c'est très coûteux, et puis breveter en France alors que c'est le monde qu'il faut regarder, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais il faut être accompagné pour ça. En tout cas, sans la levée de fonds, on ne pouvait pas le faire. Et il n'est pas dit qu'on puisse breveter grand chose. Mais c'est sur les détails que ça se joue. Cultiver le détail. Si je peux vous donner un autre type, tout se joue dans les détails. Les gros, ils n'ont pas besoin, ils s'appellent Orange & Co, ils communiquent, ils bombardent. Vous n'avez pas les moyens, il faut que vous soyez 10 fois plus malin. Donc dans les détails, c'est dans les détails que ça se joue. Mais vraiment, à tous les niveaux, hein, même sur un petit communiqué de presse, même sur une présentation, c'est dans les détails que vous allez faire mouche. Parce que dites-vous que tous les gens que vous allez rencontrer pour vendre votre produit ou vendre votre projet pour qu'ils investissent, ils en voient plein des comme vous. Si vous ne sortez pas du lot, vous êtes mal. Voilà, le mot de la fin peut-être? Non, c'est juste qu'IBM a testé il y a 10-15 ans une techno, je vous la donne, vous pouvez la mettre en œuvre dans 10 ans. C'est cette même carte, si vous la portez à même labo avec la techno d'IBM, vous serrez la main à quelqu'un sans lui sortir la carte, et lui, sa carte, elle reçoit l'info que contient l'autre. Alors, juste au toucher. Tu lui as fait l'université aussi. Mais simplement, ça existait. Voilà, j'en suis sûr, mais le point, est-ce que c'est vraiment de dire j'ai envie de te donner mes coordonnées? Est-ce que le point, c'est pas de profiter? On s'en fout de la valeur. On s'en fout de la valeur. On s'en fout de la technique. On s'en fout que ce soit du QR code ou du NFC. De toutes les façons, je ne m'attends pas à ce que l'autre scanne, puisque l'autre ne fera pas. Alors la carte ultime, oui. Tiens, bah, si tu scannes pas, je scanne pour toi. Ça se fait tout de suite. Mais si je te laisse une carte papier, il y a zéro chance que tu scannes un jour, ou que tu aies un truc NFC, parce que tu t'en fous. Parce que tu as d'autres chats à fouetter, parce que tu vas oublier. C'est à moi de le faire. Donc la techno, oubliez. What is the pain, what is the gain? Pensez juste aux problèmes que vous résolvez. Et problèmes qui ne sont pas forcément évidents, parce que s'ils sont évidents, il y a beaucoup de monde sur le truc. Something we can barely see. Something missing in the way we feel. And I have noticed in myself that I can't let it go. Wanna make a difference and believe in what we're gonna show.